Delattre pour le groupe RDSE. Madame la présidente. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Presque 30 ans se sont écoulés sans que la France, qui détient pourtant la deuxième superficie maritime au monde, avec 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive, ne dispose d'un ministère de la mer de plein exercice. Est-ce un tournant? Je l'espère, Monsieur le Ministre, car l'heure est grave pour notre économie maritime, structurellement fragilisée et frappée elle aussi par la crise sanitaire. Je tiens à remercier notre ancien collègue Michel Vaspart et les membres de la mission d'information présidée par Martine Filleul, qui ont réalisé un travail considérable et riche de recommandations, reprises par la présente proposition de loi et complétées justement en commission. L'absence de vision stratégique que nous avions jusqu'à ce jour est utilement comblée par l'article 1er de la proposition de loi qui instaure une stratégie nationale portuaire par l'introduction d'un contrôle du Parlement, à minima quinquennal, sur les orientations à long terme de la politique maritime, accompagnées de programmes d'investissement pluriannuels. Cet article permettra à l'ensemble des acteurs d'être associés à l'élaboration de la politique maritime et au nouveau Conseil national portuaire et logistique de vérifier que la trajectoire des investissements est cohérente avec la stratégie. Si les responsabilités des échecs de la politique maritime ne peuvent être exclusivement attribuées à la gouvernance des ports, des modifications législatives à la marge peuvent néanmoins contribuer à instaurer un dialogue plus efficace entre les instances. La coopération à tous les niveaux est en effet la clé de la compétitivité. Nous saluons ainsi la réduction du nombre de membres siégeant au sein du conseil de surveillance, l'attribution de sa présidence à un représentant des collectivités territoriales et l'intégration du président du conseil de développement. Nous proposons néanmoins un amendement pour réintégrer la nomination d'un représentant de la Chambre du commerce et de l'industrie. Par voie d'amendement, nous proposons également de renforcer le dialogue entre le conseil de développement, par la voix de son président, et le conseil de surveillance. Enfin, la mise en place de contrats pluriannuels d'objectifs et de performance, ou encore la révision de la procédure de révocation du directeur général, oriente la politique portuaire vers l'obtention de résultats et de nature à nous rassurer. Nous sommes conscients que le sujet relatif à la décentralisation des ports divise, y compris au sein de mon groupe. S'il convient de laisser aux régions le choix de se saisir de cette compétence, il incombe à l'État de donner ou non son accord pour des raisons stratégiques en lien avec les intérêts européens ou internationaux. Je pense en particulier aux ports du Havre, de Rouen et de Paris qui se rassembleront au sein de l'établissement Haropa, ou encore de Dunkerque et de Marseille. Mais en ce qui concerne les ports à vocation nationale, la régionalisation des ports telle qu'elle est envisagée préserverait l'exercice des missions régaliennes par l'État et apporterait le bénéfice d'une vision stratégique territorialisée. Pour reprendre les mots prononcés lors des Assises de l'économie de la mer de 2017 par Édouard Philippe, alors Premier ministre, l'échelon pertinent, c'est la région. Le port de Bordeaux a vécu une crise de gouvernance qui l'a affaibli, couplée à une crise financière détaillée dans le rapport annuel de février 2017 de la Cour des comptes. En 2018, cela a abouti au retrait de la société MSC, impliquant la perte de 50% du trafic de conteneurs. La loi d'orientation des mobilités a constitué une occasion manquée d'accélérer sur ce dossier, alors que nous en sommes convaincus, le grand port maritime de Bordeaux recèle un potentiel d'innovation certain, comme en témoigne l'obtention en juillet dernier d'un appel à projet européen visant à déployer l'hydrogène en milieu portuaire en tant que carburant alternatif. Afin de renforcer l'attractivité de nos ports, la Commission a introduit des mesures que nous jugeons pertinentes, telles que l'institution de zones de relance économique temporaires bénéficiant d'un régime douanier et fiscal venant soutenir l'implantation d'activités à haute valeur ajoutée industrielle, conditionnées au respect d'exigences environnementales, mais gouvernementales également. De même, le dispositif de suramortissement des biens, équipements, matériels et technologies améliorant fluidité du passage portuaire, chaîne logistique ou réduisant les émissions polluantes, tout en participant pleinement à la modernisation et à la transformation écologique du secteur portuaire. Les grands ports maritimes ne gagneront pas en compétitivité sans le développement de l'hinterland. Prévu par le rapport annexé de la proposition de loi, le doublement des moyens consacrés au report modal vers les transports ferroviaires et fluviaux, pour atteindre 5 milliards d'euros sur 10 ans, est à ce titre indispensable pour rattraper le retard que nous avons pris par rapport à nos voisins européens.
Au regard des avancées proposées par ce texte, la grande majorité du groupe RDSE le soutiendra. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Gérard Lahellec pour le groupe CRCE.